Bonjour, notre Luxury Story du jour nous amène dans une galerie rue Guénégaud, dans le 6e arrondissement à Paris, pour rencontrer son directeur, Monsieur Romain Morandi. Bonjour Romain. Bonjour Monsieur Icon. Alors racontez-nous qui vous êtes, que faites-vous? Alors la galerie a ouvert en septembre 2022, ça fait maintenant un an, on va fêter notre premier anniversaire. C'est une galerie qui est dédiée au design et aux arts décoratifs du XXe siècle, avec une ligne un petit peu singulière, puisqu'on s'attache à croiser deux corpus. Le premier qui va de 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale, qu'on pourrait qualifier de modernité primitive. Alors on va retrouver la sécession viennoise, les arts and crafts anglais, toute l'école moderne hollandaise, école d'Amsterdam, école de La Hague. C'est-à-dire tous ces mouvements qui sont attachés à définir l'idée même de modernité. Et puis à l'autre bout du spectre, un deuxième corpus qui est lui consacré aux artistes, aux designers, aux mouvements qui se sont attachés eux à déconstruire ce qu'avaient établi les premiers. D'accord. Donc on va retrouver tout le mouvement d'anti-design italien, le mouvement radical, le déconstructivisme, le postmodernisme, etc. Voilà. Donc alors, on s'attache à mettre en lien les deux extrémités du spectre. Et les faire se communiquer. Alors peut-être quelques artistes qui vous viennent à l'esprit? Designer en particulier. Parmi les pièces qui nous entourent. En ce qui concerne la première période, on a un exemplaire ici d'un fauteuil assez intéressant, qui est un fauteuil qui a été réalisé en 12 exemplaires. Là, on est au début des années 30 aux Pays-Bas. C'est un fauteuil qui meublait, qui aménageait l'hôtel de ville d'une petite ville. Je ne vous donnerai pas le nom, parce que c'est un nom hollandais imprononçable, mais d'une petite ville hollandaise. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que c'est l'expression continentale des arts and crafts tels qu'ils ont été théorisés au Royaume-Uni au milieu du 19e, c'est-à-dire la relation qui va exister entre la main, la machine, la pièce unique, la série, l'objet contextuel ou l'objet pris dans son élémentarité, si je puis dire. Donc il y a un jeu de construction qui est assez intéressant, qu'on va retrouver au niveau du dossier, des accotoirs, etc. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, je trouve que c'est des objets qui ont une sensibilité assez particulière. Alors vous êtes vous-même un diplômé d'histoire de l'art. Oui. D'accord. Et alors justement, vous vous attachez à travailler sur des programmations régulières? Oui, alors on alterne en fait entre un cycle d'exposition qui va venir puiser, je dirais, dans le fond de la galerie, où on va croiser plusieurs créateurs tout au long de l'année. Et puis on a un cycle de 3-4 expositions par an qui peuvent être monographiques, thématiques. Là on a une très belle exposition qui commence en septembre, qui sera consacrée à Joseph Hoffman et Torres Sotsas. Donc deux créateurs, l'un appartenant évidemment au premier corpus qu'on évoquait tout à l'heure, l'autre au second. L'un père du mouvement moderne, l'autre l'un des premiers à l'avoir questionné, déconstruit. Et la résonance entre les deux. Oui, exactement. C'est un exemple. L'année dernière, nous avons organisé une exposition consacrée au jeu d'échecs d'artistes et de designers. Le jeu d'échecs comme laboratoire à la création, qui est vraiment un marqueur historique intéressant, puisque la plupart des grands créateurs se sont livrés à l'exercice. Donc vous avez, autour de cette exposition, justement, été scouté, entre guillemets, un certain nombre de jeux d'échecs. Oui, on présentait, alors ça donnait lieu à un livre de librairie, un livre d'art qui était publié aux éditions Norma, qu'on retrouve toujours en librairie, qui couvre tout le XXe siècle. Et puis ça donnait lieu à la galerie, ici même, une exposition qui s'appelait également Chess Design, où nous présentions 32 jeux d'échecs d'artistes et de designers, du nombre de pièces sur l'échiquier, qui couvraient elle aussi la plupart du XXe siècle, parmi lesquels jeux d'échecs de Vasarely. Enfin, on trouvait pas mal de figures importantes, Vasarely, Jean-Boris Lacroix, Michael Graves. On avait un jeu d'échecs d'Armand, on avait un jeu d'échecs je crois aussi dans le livre, je crois avoir vu des noms comme Marcel Duchamp, Man Ray. Marcel Duchamp, qui était un bon joueur d'échecs en son temps par ailleurs, qui a imaginé même un moment délaisser la pratique de sa pratique artistique au profit des échecs, qui faisait partie des grands joueurs français de l'époque et à qui on doit quelques exemplaires.
D'accord. Bon, un autre héros des échecs comme celui de Monsieur Zweig. Oui, j'avais noté également Yayoi Kusama, Victor Vasarely, on en a parlé, Zaha Hadid, Damien Hirst. Et puis on voit que les échecs aussi sont un thème qui sont de plus en plus utilisés. Je ne sais pas si c'est l'après-Covid ou quelque chose dans ce genre, mais on se rappelle de la campagne de Vuitton avec les stars planétaires que sont Ronaldo et Messi. Une campagne d'Ali Leibovitz, je crois. Oui, c'est un jeu qui, je le pense, moi je ne suis pas du sérail, je ne suis pas du monde des échecs. Voilà, moi, je suis arrivé sur ce thème auquel j'ai consacré pas mal d'années par l'objet. C'est un objet que je trouve assez fascinant en soi. Il y a eu plusieurs facteurs, à mon sens, de manière intuitive. Je pense que c'est un jeu qui pendant très longtemps a souffert d'une image un petit peu poussiéreuse, assez masculine. C'est un simulacre guerrier, les échecs. Et donc c'est vrai qu'on avait à l'esprit l'image du matheux qui, vous parlez de Stefan Zweig, empêtré un petit peu dans sa folie, dans l'univers intérieur, comme ça. Effectivement, les traits du personnage principal. Et le jeu de la dame, une série assez importante qui a contribué, je trouve, à la fois à féminiser la pratique des échecs, en tout cas c'est ce que je ressens, et puis qui en a fait un objet un petit peu branché aussi. C'est un objet qui est un petit peu sorti des placards. On voit de plus en plus de personnes dans Paris jouer à la terrasse des bistrots. C'est un objet nomade. Enfin, ça, c'était une des questions abordées dans l'exposition. En fait, les échecs, c'est une contraction du monde. On va retrouver la question d'alternance, je joue, tu joues, je joue. On peut y voir une dimension morale aussi, qui est notamment convoquée chez Bergman dans le 7e saut, avec l'opposition du blanc et du noir. On peut y voir la restitution d'une structure sociale, il y a une hiérarchie entre les pions, le roi, la reine, et puis la multitude des pions, des pions anonymes. Voilà, enfin, il y a de multiples raisons. Le jeu d'échecs a une singularité, c'est le fini, l'infini. Le jeu d'échecs a une singularité qui a fait que les artistes s'en sont emparés et réciproquement, chaque interprétation qu'ils ont livrée du jeu nous instruise, nous renseigne sur l'état de leur recherche en cours et dessine en creux une histoire de l'art. Vous aviez dit d'ailleurs le monde des échecs, le jeu d'échecs est un monde en soi. Oui, alors ça on peut je trouve d'un point de vue physique, puisque c'est un espace qui est codifié. C'est 2 fois 16 pièces sur 64 cases. Et puis, d'un point de vue intellectuel, moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé fascinant. Je ne suis pas un bon joueur, mais je trouve que quand on joue aux échecs, on est à la fois tout entier concentré sur la pratique du jeu, et pour autant, ce n'est pas une activité qui fatigue. On peut jouer pendant des heures. Puisque, en fait, on se rend compte que je pense qu'il y a beaucoup de stress, de fatigue qu'on accumule qui procèdent de stimuli extérieurs. Le bruit de la rue, voilà. Quand on joue aux échecs, on est tout entier accaparé par le jeu et en vérité, c'est super reposant. On est dans une bulle. Ouais. Très bien. Alors, peut-être quelques mots sur votre métier d'antiquaire. J'imagine que trouver des pièces d'exception du XXe siècle devient un exercice de plus en plus difficile. Comment on s'y prend ? Je ne sais pas si c'est de plus en plus difficile. Ce qui est important, à mon sens, c'est d'avoir un projet clair. Moi, je tenais vraiment, on a survolé la question du fauteuil, on peut s'intéresser à chaque objet. Et en vérité, chaque objet révèle quelque chose du contexte qu'il a vu naître. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet clair, c'est de faire galerie. C'est pas simplement de présenter ou de vendre du meuble, c'est de parvenir, par le biais des expositions, par le biais de la production textuelle, par l'échange qu'on peut avoir, à dialoguer, à interroger. Oui, à interroger chaque objet et essayer d'en saisir la logique interne, si je puis dire. Chaque objet est dépositaire de problématiques spécifiques à un foyer culturel. C'est ça que j'ai toujours trouvé fascinant. C'est le côté testimonial des objets. Alors il y a la valeur esthétique, évidemment, on peut être sensible à un dessin, on peut s'intéresser. Il y a plein de manières de rentrer en design. On peut s'intéresser au design par le biais d'une technique, à travers la portée sociale ou politique de l'objet aussi. On peut s'intéresser à la préciosité des matériaux qu'il convoque, ou pas toujours. Là, on a une très belle pièce de Martin Zecchelli en médium. C'est une des premières expérimentations sur ce matériau dans les années 80. Donc, c'est tout ce... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces zones de frottement.
Et je trouve que de confronter les objets, de les faire dialoguer, permet très souvent d'en révéler le sens. Sans dire qu'il y a un sens univoque, mais je trouve que c'est une bonne manière de les aborder en tout cas. Alors qu'on soit, et notamment parmi nos clients, on va avoir des collectionneurs extrêmement avisés qui ont même quelquefois connu, fréquenté les créateurs, et puis d'autres qui, simplement en passant devant la vitrine, sont interpellés par une pièce, ont envie d'en savoir plus. Ouais, ça arrive fréquemment à Saint-Jean-Des-Prés. On va lui dire de revenir. Et ça peut être aussi, moi je tiens à ce que la galerie soit un lieu vivant, soit un lieu qui soit ouvert, projeté vers l'extérieur. Voilà, j'ai horreur des espaces sclérosés, de la figure de l'antiquaire au fond de sa boutique. Je pense qu'il faut pouvoir non seulement faire dialoguer les objets entre eux, mais aussi dialoguer avec d'autres formes d'expression artistique, et puis se projeter dans la ville, se projeter à travers différents projets, différents partenariats. C'est aussi ça qui fait la richesse de notre métier. Donc rendez-vous en septembre pour votre prochaine exposition. L'exposition Sécession, Hoffmann Sottsass, et ça sera le 7 septembre. Merci Romain Morandi. Avec plaisir, Icon Icon.